et bienvenue dans ce 33e numéro de Pilot Reviews. L'été s'achève, revenons ensemble sur la fin des séries estivales avant de plonger dans toutes les nouveautés de la rentrée. Profilers et Serial Bomber dans Manhunt Unabomber sur Discovery Channel. L'agent du FBI, Jim Fitzgerald, n'a qu'une obsession, mettre la main sur Ted Kaczynski, un criminel de renom passé maître dans l'art de poser des bombes. Basé sur le réel poseur de bombes Theodore Kaczynski, condamné à la prison à perpétuité le 4 mai 1998, la série nous propose dans le pilote de nous immerger dans la traque menée pendant 2 décennies par le FBI. On se concentre sur la fin de l'enquête dans les 90 alors qu'il s'est vissé depuis 1978. Si vous aimez les explosions, vous allez être servi. Si vous aimez les Profiler, vous aurez votre dose aussi. Sinon, la mise en scène est lente, dépouillée, froide, voire austère. Ça nous permet de mieux nous concentrer sur le factuel, mais nuit quelque peu à l'immersion. Psychopathe qui s'ignore dans The Sinner sur USA Network. C'est l'été, il fait beau. Cora Tanetti s'amuse sur la plage en famille, quand soudain, sans aucune raison, elle va poignarder à 7 reprises un jeune vacancier. Harry Ambrose va chercher à comprendre ce qui a pu déclencher ce meurtre impulsif. Basé sur un roman de l'allemande Petra Amesfach, la série nous plonge efficacement dans l'esprit de cette bonne mère de famille qui va sans raison péter un plomb. On sent que quelque chose cloche, mais comme l'enquêteur, on n'arrive pas à mettre le doigt sur ce que c'est. On alterne flashback dans l'esprit de Cora, moments plus pesants et dramatiques de l'affaire à proprement parler, et un motif intrigant qui se répète dans l'esprit de notre tueuse. Les acteurs sont plutôt bons, les mises en scène lentes et pesantes collent bien à l'histoire, et le twist final de l'épisode nous donne envie d'en savoir plus. Mais il manque un petit je ne sais quoi qui m'empêche d'adhérer totalement à l'histoire. À voir selon comment le voyage dans le subconscient de Cora va être développé. La loose dans la bouse sur OCS. Eric, Nono et François, 3 frères, héritent d'une des plus belles fermes du Morvan. Seulement, ils se révèlent les pires fermiers de toute l'histoire de l'agriculture. Pour ne pas finir sur la paille, ils décident d'user de tous les moyens légaux et illégaux pour augmenter la production et ainsi surpasser leur voisine, Pauline Leroy, jeune ingénieuse agronome spécialisée dans l'agriculture biologique. Déjà, on a droit à un générique de Guédré, ce qui fait toujours plaisir. Mais ça s'arrête à peu près là. Les gags sont lourds, téléphonés et déjà vus. Les rebondissements sont prévisibles au possible, le lecteur est plat au possible également et empêche toute immersion. Seul François Pindouzenel, dans le rôle de Nono, un gros balourd un peu bêta, s'en sort bien. C'est dommage car OCS nous a habitués à bien mieux en fiction française et traiter de la malbouffe et des problèmes du monde agricole en mettant en scène une bande d'incapables était un bon attaque. Sauf une fois au chalet, dans The Guestbook, sur TBS. Un couple décide de recoller les morceaux en allant passer un week-end dans un chalet isolé de tout. Seulement, excédé par les exigences de sa moitié, monsieur décide d'aller au strip club minable du coin et malheureusement pour lui, le lap dance étrange qu'il va s'y offrir sera filmé à son insu. La série est tirée de l'expérience personnelle de Greg Garcia, producteur de la série à qui l'on doit entre autres My Name is Earl, qui s'amuse à écrire des histoires abracadabrantes dans les livres d'or des chalets où il a pu séjourner afin d'effrayer les locataires suivants. L'humour monte crescendo au fur et à mesure que les scènes incongrues arrivent et c'est plutôt efficace. Le casting est plutôt bon, Danny Pudi dans le premier épisode, Kate Miucci dans le second, mais montre également les limites de la série. Étant une anthologie d'histoires farfelues pouvant arriver dans un chalet, on ne peut s'attacher à un personnage, une guest star chassant l'autre. Peu d'évolution possible, de fil rouge ou de développement d'histoire en background ici. Misons donc sur une force drôlatique d'écriture et l'univers de Greg Garcia pour cette sympathique comédie. L'enfer de la nuit dans What Would Diplo Do sur Viceland. La vraie fausse vie du musicien Thomas Wesley Pence, dit Diplo, à travers une collection de paraboles sur la vie vue par un homme capable de rassembler 60 000 personnes, mais qui est moins à l'aise en face à face. La série est portée par James Van Der Berg, Dawson, et est basée sur le concert promo de Diplo, un vrai DJ, A Day in the Life, notamment connu pour son album avec Skrillex sorti en 2015, avec qui il a créé le duo DJ Jack U. Il y a un certain potentiel comique avec son personnage central déconnecté et inapte à la vie réelle. On a droit à quelques moments amusants, notamment dans la mise en scène de sa rivalité avec le DJ Calvin Harris, mais pour le moment, la série ne pousse pas assez son concept dans l'absurde pour que ça fonctionne pleinement. Et même si James Van Der Berg semble s'y amuser, les changements de rythme, les apartés et ce son de cornes omniprésent font que, malgré le format assez court, on finit par se lasser. Bref, une série avec du potentiel mal exploité. La quarantaine, c'est une purge, dans Quadra sur la une. Alex, 43 ans, se marie en seconde noces avec Agnès. Après la cérémonie, ils font la fête entourés de leur famille et de leurs amis. Une mère aigrie, un comptable horripilant, une sœur dépressive ou un homme multipliant les aventures se retrouvent à péter cette union. Cette situation va faire ressurgir de vieux démons chez les quadragénaires. Cette nouvelle coproduction franco-belge dispose d'un casting de luxe. François-Xavier de Maison, Alex Poisson, Jean-Philippe Ricci, Hubert Delattre. Du coup, c'est plutôt bien joué. Voilà pour le positif. Maintenant, voyons ce qui ne va pas. Mais alors pas du tout. La série est découpée en 8 épisodes de 52 minutes, chacun centré sur un personnage ou un couple. On a une succession de scénettes, alternant entre le repas de noces et des flashbacks. On sent très bien que celles-ci ont été rallongées artificiellement pour rentrer dans le format, avec des longueurs et des dialogues inutiles.
Si encore tout cela était original. Mais non, on a droit à une accumulation de clichés sur la crise de la quarantaine, vus et revus 50 fois, ce qui les rend irritants et désagréables, surtout pour la tranche d'âge qui devrait être le cœur de cible. Bref, c'est long, c'est lent, c'est vaguement insultant, fuyez. Déjà diffusée en Belgique, cette série sera programmée chez nous à partir du 19 septembre sur M6. Encore une adaptation de Stephen King avec Mr. Mercedes sur Audience Network. Un flic à la retraite pourchasse un homme ayant tué 16 personnes en les percutant à bord d'une Mercedes volée. The Mist, The Sinner, 11-22-63, Under the Dome et j'en passe. Stephen King est à la mode ces temps-ci. Pas mal de ratés, mais notre pilote ici semble prometteur. On s'attarde pas mal dans la première moitié de l'épisode sur Bill Hodge, notre flic retraité depuis 2 ans, qui ne s'est jamais réellement remis de ne pas avoir pu attraper notre tueur la Mercedes. Ce dernier vient le provoquer en hackant son ordinateur, relançant un petit jeu de chat et la souris. La série joue avec nos nerfs, en nous dévoilant rapidement l'identité du tueur, qui s'amuse avec notre pauvre flic. Une histoire plutôt classique, mais tournée et réalisée efficacement, qui nous donne envie de voir la suite, en espérant que cette série brisera le cycle de datation désastreuse, dont la seule rescapée semble être 11-22-63 pour le moment. Les autistes ont aussi droit à l'amour dans Atypical sur Netflix. Sam est un jeune autiste de 18 ans, fasciné par l'Antarctique et surtout les pingouins. Quand sa thérapeute lui suggère qu'il serait peut-être temps d'envisager pour lui de commencer à s'intéresser aux filles, il décide de prendre son envol, bien décidé à trouver l'amour et à obtenir son indépendance. Une série plutôt bien pensée, qui traite de l'autisme sans tomber dans l'excès ou le pathos. Les maladresses de Sam deviennent attendrissantes, là où elles seraient un peu lourdes, avec un ado lambda en quête de son premier amour, et plus ses affinités. Mieux, ces échecs nous renvoient à nos expériences propres et cherchent à dédramatiser l'autisme en nous montrant que, au fond, on n'est pas si différent. On a tout de suite de l'empathie pour ce héros décalé. La voix off de Sam nous permet de nous immerger efficacement dans son monde. Une série intelligente qui mérite qu'on s'y attarde. Picsou est de retour dans DuckTales sur Disney XD. Donald se doit de confier ses neveux à son oncle archimilliardaire Picsou pour aller passer un entretien d'embauche. Ces derniers, en compagnie de Zaza, commencent à fouiller dans le manoir et vont déclencher des catastrophes surnaturelles en série qui vont raviver la flamme aventurière de Picsou. Direction la cité perdue d'Atlantis. Enfin, des mois que j'attendais ça et DuckTales est enfin de retour. Et mes attentes ont été grandement récompensées. Pour ceux qui suivent la chaîne, on a fait un dossier complet sur ce reboot, donc ici, on va tâcher d'aller l'essentiel. Je vous mets tout de même un petit lien vers le short qui lui est consacré. On a droit ici à un épisode double, clairement scindé en deux par le générique qui arrive en milieu d'épisode. Dans la première partie, on va surtout introduire les personnages tout incluant en background de multiples références à l'univers des canards. La seconde partie, elle, nous emmène réellement à l'aventure avec temple mystérieux et pièges en tout genre. Si vous n'avez pas eu le temps de vous habituer à la nouvelle animation des personnages via les multiples teasers disponibles en ligne, ça risque de vous faire bizarre en comparaison à la série originelle. Mais on s'y habitue très vite et le tout est au final très fluide et efficace. L'action et l'humour sont présents, le casting pour le doublage est impeccable. J'ai peur que ce reboot soit trop orienté enfant avec quelques détails pour faire plaisir aux vieux fans et geeks en tout genre, mais au final tout le monde y trouve son compte. La série débutera réellement le 23 septembre 2017, l'anniversaire des 30 ans de la série d'origine. De la mafia au cinéma, il n'y a qu'un pas dans Get Shorty sur Epix. Miles Daly est un petit truand de Los Angeles travaillant pour la mafia locale. Après avoir descendu un scénariste en galère, il se retrouve avec entre les mains un script non réalisé avec du potentiel qu'il va décider de produire. La série est une adaptation du film éponyme sorti en 1995. Il propose ici une plongée cynique dans le monde hollywoodien. Si le sujet est pour le moment bien traité, notre pilote se perd un peu en longueur et est beaucoup trop sérieux. Un manque cruel de légèreté et d'humour par rapport au thème traité se fait ressentir. Surtout quand on connaît le potentiel comique de Chris O'Dowd qu'on avait pu apprécier dans The IT Crowd. Et à part cela, on a tout de même droit à une histoire décalée intéressante qui mérite qu'on lui laisse sa chance. Le divorce, c'est rigolo, dans Marlon sur NBC. Marlon Wayne est une star des réseaux sociaux. Il est resté un grand enfant et entraîne régulièrement son ex-femme, Ashley, ainsi que leurs 2 enfants, dans ses idioties. Mais tout ceci est chamboulé lorsque Marlon s'aperçoit qu'Ashley a rendez-vous avec un autre homme. Vous vous souvenez forcément de la sitcom My Wife and Kids, alias Ma famille d'abord, par chez nous. Elle mettait en scène une famille black, plutôt aisée, dans leur petit tracas du quotidien. Et avait pour star le père, joué par Damon Wayans. Eh bien ici c'est assez similaire, avec son frère Marlon Wayans aux commandes, connu notamment pour la série de films Scary Movie. Certes, on devine que Marlon est youtubeur, même si le mot n'est jamais prononcé, et lui et son épouse sont divorcés. Mais les différences s'arrêtent là. On a le même type d'humour, les mêmes rires enregistrés et les mêmes archétypes de personnages. Après, on sent que Marlon Wayans a mis énormément de lui dans cette série, et le résultat est sympathique et bon enfant, quoique un peu daté. Si vous êtes nostalgique de ces séries où, au fond, tout le monde s'aime et tout finit bien, vous pourriez vous laisser tenter.
Enfin tous réunis dans The Defenders sur Netflix. Daredevil a remisé son masque. Luke Cage sort de prison mais reste le héros de Harlem. Iron Fist continue de combattre la main et Jessica Jones picole. Je suis assez partagé après avoir vu le premier épisode de la fusion du Marvel Universe Netflix. On a plaisir, ou pas selon les cas, à retrouver nos héros, les ambiances de chacune des séries étant bien respectées et Sony Razor faisant une méchante inédite très prometteuse. Mais c'est justement le respect de ces différents univers qui pêche. Ils sont trop marqués et du coup ça manque d'unité, de cohérence. Sachant que nos héros ne se croisent pas au cours de l'épisode, alors que je m'attendais à voir la scène de l'ascenseur avec laquelle Netflix nous a teasé, on a l'impression que le pilote a été réalisé par 4 personnes différentes. À chaque personnage son ambiance colorée, ses tics de mise en scène et réalisation, et au final c'est décousu et inégal. 4 séries en une et non pas une seule série. À voir comment ça va donner quand on va enfin se croiser et combattre la main de concert. Araignée acnéique dans Marvel's Spider-Man sur Disney XD. Le jeune Peter Parker est un nerd, extrêmement doué en sciences, qui rêve en secret d'entrer dans une école pour surdouer. Il a bien du mal à gérer les changements intervenus dans sa vie après s'être fait mordre par une araignée radioactive. Bon, on ne va pas vous résumer à nouveau Spider-Man. Le personnage est né en 1962 et a été maintes fois adapté à la télévision, et ce, dès 1967. Le dessin animé qui nous intéresse aujourd'hui est le dernier d'une longue lignée, et nous dépeint cette fois-ci un Peter Parker adolescent, gaffeur et maladroit, un espèce de geek de science, au point d'avoir fait de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités une équation cousue sur son sac à dos. Il cite Einstein. À part ça, on retrouve la plupart des personnages et vilains classiques de Spider-Man. Le graphisme et l'animation ont été simplifiés pour coller au reste de la gamme des dessins animés Marvel récents sur Disney XD, et le résultat est au final plaisant, sans révolutionner la formule pour autant. Si un énième reboot ne vous dérange pas, vous pouvez vous laisser tenter. La weed, c'est rigolo, dans Disjointed, sur Netflix. Ruth, ancienne militante pour la légalisation de l'herbe, est aujourd'hui gérante de magasin où on vend du cannabis médicinal. Seul problème, son fils aimerait créer une franchise à partir de la petite boutique pour drogue, enfin pour malades. Cette nouvelle sitcom de Chuck Lorre, à qui on doit The Big Bang Theory, aurait pu être bien. Seulement, l'humour y est laborieux. Les personnages stéréotypés à l'extrême, l'intrigue est prévisible, à la limite, les quelques intermèdes peuvent être drôles, du moins quand on ne nous rappage pas 50 fois la même blague, au cas où on n'ait pas compris la première. On regarde un peu pour cette pauvre Katie Bates, qu'on avait pu aimer dans American Horror Story, qui est desservie au possible par la nullité d'un scénario manquant cruellement de profondeur. Bref, poubelle. Le 25 août, Amazon a sorti sa nouvelle série The Tick. Nous l'avions déjà critiqué dans le pilote reviews numéro 13, le système d'Amazon faisant qui propose leur pilote avant la réalisation de la série pour savoir si oui ou non le public adhère et donc s'ils vont se lancer dedans. Je vous renvoie donc vers cette précédente émission si vous voulez en savoir un petit peu plus là-dessus. Cette émission est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous très vite pour une première review des nouveautés de septembre, ouvrant le bal sur toute la rentrée des séries d'automne qui cette année encore s'annonce chargé. Sur ce, à très vite, bonjour chez vous.